Bonjour à tout le monde, merci d'être ici. J'avais une présentation que j'ai présentée quand je suis venu ici l'autre jour et le lundi soir, et puis si tu veux, Motzei Shabbat, je vais le présenter aussi. Mais avant de venir ici, il y a une personne qui va rester non nommée, Madame Semoun, a mis énormément de pression pour que je présente quelque chose de nouveau. Et alors j'ai dû travailler comme un malade pour faire quelque chose de nouveau. Ben, j'espère qu'il n'y a pas de bug, parce que c'est la première fois que je présente ça. C'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, mais le préparer en détail comme je vais le faire aujourd'hui, c'est la première fois. Et j'espère que vous n'allez pas vous effrayer, parce qu'il y aura plein de données. Le but, c'est pas d'être débordé de données, mais d'être débordé de la grandeur de Akadosh Baruch Hu dans ce que je vais présenter. Alors, une autre chose, je vois ici des téléphones, je suis un professeur hyper sévère, pas de téléphone. Okay, tous les téléphones sont éteints, sont mis dans la poche, je ne veux pas avoir de téléphone. Okay, ça, c'est un truc. Une fois, j'avais une étudiante dans mon cours, elle était en train de. Moi, j'ai fait tout le baratin au début, pas de téléphone, elle était là, comme ça, impunément au téléphone. Et j'avais préparé, pour l'éventualité, il y a une chanson de Lippal Schmelzer qui est Please hang up the phone. Please hang up the phone. S'il te plaît, ferme ton téléphone. Et pendant qu'elle faisait ça, je l'ai mis avec la musique à fond. Hey, please hang up the phone. Hey, please hang up the phone. Et elle était en train de faire ça. Je lui ai là-bas, je dis regarde, j'ai fait ça pour toi. Elle regarde. Voilà. Bon, c'est. C'est comme j'avais commenté un peu d'avant, les téléphones, c'est un outil de zombie. Mais bon, allez. Alors, ça c'est, comme j'avais présenté les autres fois, un œil qui regarde la science de façon honnête ne peut qu'impliquer qu'il comprenne qu'il y a un créateur. Et on va voir cette thèse aujourd'hui en plus. Ma femme m'a dit que je devais mettre une introduction, et j'ai oublié à ma femme que ce soit de bonnes choses ou pas, je vais le faire quand même, peut-être que vous me connaissez, mais je vais le faire quand même. Voilà, bon, je suis né à Milan. J'ai fait des études d'ingénieur au Polytechnique de Milan, et puis j'étais à l'école centrale, j'étais en fait dans le premier contingent qui partait dans le programme Erasmus d'échange d'étudiants européens. Ça c'était dans le lointain 1989, à l'école centrale Paris, à la Vachelon, aujourd'hui c'est Centrale Supélec. J'ai fait un DEA à Paris 6, et j'ai eu le bug du business, j'ai fait un MBA à l'INSEAD. Et en tant que consultant en management, je suis parti en Angleterre, de l'Angleterre aux États-Unis, et puis j'ai décidé de faire Teshuva et de revenir à la science, et j'ai été honoré d'être accepté à l'MIT. Et à l'MIT, on m'a donné un diplôme, et ça c'est, vous allez voir maintenant la photo du président et du recteur qui viennent mettre l'écharpe caractéristique de diplôme sur moi. Et je voulais rester faire professeur aux États-Unis, mais à Kadosh Baruch Hu, il avait des plans un peu différents, et il m'a fait venir en Israël. Et ça fait depuis 15 ans que je suis dans le labo dans le département de chimie et nanotechnologie à l'université de Bar-Ilan. Et mon labo, il fait de la synthèse de nanomatériaux et pour des applications énergétiques. Voilà. Donc maintenant, je me suis présenté, on peut continuer. Quand j'étais petit, je me rappelle, à la maison de mes grands-parents, à l'El Machalom, ils avaient une petite toilette. J'ai cherché sur le web de trouver la céramique qu'ils avaient, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé ce truc-là. Bon. Une petite toilette en céramique, et il y avait marqué ça en italien. Ci siede pesanti e bollenti, ci si alza leggeri e contenti. On s'assoit lourd et bouillant, et on se lève léger et content. Ah, ça c'est quand on va aux toilettes, c'est comme ça. C'est sympa comme phrase, mais c'est vrai. C'est vrai. Ben alors, voyons un petit peu, on a notre beracha exceptionnelle de Hashem Yatzar. Et ce que je veux faire avec vous, c'est la décortiquer. Et c'est quelque chose d'absolument magnifique, parce que cette beracha, c'est une ségoula pour la santé. Et je vais vous raconter des exemples personnels où c'est vraiment un sauvetage. Et le dernier, je l'ai eu juste hier. Bon, le Ben Ishraï, le roi de Yosef Haï, il a 4 pages sur Hashem Yatzar. Si vous regardez Sefer Abrit, il parle en long et en large du système du corps humain, etc. On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire vraiment cette beracha. Premièrement, notre cher Rav Sitkuk, il parle de ce qu'on appelle un miracle. Parce qu'en fait, la thèse je vous anticipe déjà la conclusion, tout ce qu'on croit que c'est science, que c'est rationnel, c'est tout un miracle. C'est tout un miracle. Et on va voir ensemble. Il y a des mots qui s'appellent Mofet, Pele ou Nes.
C'est des termes qui désignent des phénomènes extraordinaires au-dessus de la nature, au-delà des lois de la nature. C'est ce qu'on appelle un miracle. En fait, c'est quand on est habitué à quelque chose, on ne l'appelle pas miracle. Le Rav Dessler, il disait, si tu plantes une graine et ça sort un arbre, tu appelles ça nature. Mais si tu plantes un mort et il y a une résurrection du mort, tu appelles ça miracle. Mais si on était habitué au contraire, qu'on voyait les morts sortir du tombeau, on n'avait jamais vu une graine former un arbre, on aurait appelé la première la nature et la deuxième le miracle. Ça dépend de ce qu'on est habitué ou pas habitué. Mais même quand il y a des miracles, les Khamim, ils donnent à ça un semblant de rationalité. Par exemple, dans Pirkei Avot, il dit qu'il y a 10 choses qui ont été créées à la veille du Shabbat au crépuscule, l'arc-en-ciel, la manne, la bouche de la terre, la bouche de l'âne, etc., etc. Mais c'est des choses extraordinaires au-delà de la nature, mais elles ont été créées. C'est créé, je ne sais pas trop. Et en fait, le Maharal dit, Hachem ne veut pas changer les lois de la nature pour respecter la liberté de l'homme. Et on va voir une autre phase du Rav après que vous avez déjà lu dans mes présentations précédentes sur ça. Vous savez tous, Kriyat Yam Souf, c'était un miracle incroyable. Vous lisez les Midrashim Me'am Loez, vous voyez que c'était quelque chose de très spécial. Et pourtant, la Torah, elle dit que le soir avant, il y avait un très fort vent. Pourquoi qu'est-ce qu'on a besoin de dire qu'il y avait du vent avant? C'est comme ça, tu peux penser que grâce au vent, ça s'est ouvert. Et en fait, je crois que c'était à MIT, ils ont pris un gros ventilateur en face d'une piscine et ils ont poussé le ventilateur d'une certaine façon, ils ont réussi un petit peu à ouvrir les eaux. Alors de là, il y en a même un gars qui a eu la chutzpah d'écrire dans National Geographic qui a un phénomène, et je ne me rappelle plus le terme en anglais, justement que le vent il peut ouvrir les eaux et il disait, mais au moins il a eu l'honnêteté à la fin de dire, mais s'il y avait un vent très fort comme ça pour ouvrir le Yam Souf, alors même les Israélites, ils auraient été, ils se seraient envolés avec le vent, parce que ce serait un vent trop fort pour qu'un être humain puisse résister. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce que c'est l'histoire de miracle. Alors regardons cette beracha en détail. Ça commence à Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et adam bechokma. Il y a un mot-clé qui s'appelle Chokma. Hachem, il a créé l'homme avec Chokma. Qu'est-ce que ça veut dire avec intelligence? Regardons un petit peu ça. On a un homme. Si on regarde, on analyse comment l'homme est formé, ben, l'homme est formé de plusieurs systèmes. En fait, on a 10 ou 11 systèmes. Ça dépend de quel livre d'anatomie vous regardez. Les systèmes digestifs, urinaires, nerveux, respiratoires, reproductifs. Et on va les regarder tous ensemble. Chaque système est composé d'organes. On a la bouche, la trachée, l'estomac et tout ça. Chaque organe a des composants. Par exemple, dans la bouche, il y a des lèvres, des dents, des glandes salivaires, etc. Et puis, ceux-ci sont composés de cellules. On est composé de cellules. Et chaque cellule est composée d'atomes. Donc, et en fait, vous pourrez regarder ça à l'envers. On commence avec les Lego. On en avait parlé de ça une fois. Vous prenez les atomes, vous composez des cellules qui font des composants, qui font des organes, des systèmes et un être humain. C'est une construction modulaire absolument incroyable et on va regarder quelques aspects de tout ça. Il y a type 11 systèmes du corps humain, c'est-à-dire c'est des systèmes qui coordonnent tout le corps. Exemple, le système nerveux, 70 km de nerfs qui contrôlent tout le système. Système respiratoire, on a les poumons, etc. Système circulatoire ou cardiovasculaire, on a le cœur et la circulation du sang, on va voir tout ça. Système digestif, qui en fait semble être le seul dont on va parler dans Asher Yatzar, mais en fait, quand on analyse bien, je pense que Asher Yatzar, Mamash, il se réfère à tout le corps, et on va voir des exemples sur ça. Il y a le système urinaire, ça fait partie aussi de tout ça, ça fait partie du cycle. Système endocrinien, système reproducteur. Juste un petit mot sur le système reproducteur, parce que ça, on ne va pas parler aujourd'hui d'évolution. Mais dans l'évolution, je suis en train d'analyser plusieurs choses avec un copain. Et il y a une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de évolution ponctuée. C'est-à-dire, vous savez, Darwin, il disait... Attention le câble. Oui. Darwin, il disait que il y a des tout petits changements qui se passent au cours de centaines de millions d'années. Et il y a d'autres, Stephen Jay Gould et d'autres, qui ont dit non, soudainement, il y a un changement radical.
Alors, faisons cet exemple ridicule. Imaginez-vous un poisson qui soudainement est dans un marécage qui est en train de se dessécher, et au lieu de jouer le jeu de Darwin, c'est il a battu des dinosaures pendant des centaines de millions d'années, et elles se sont transformées en pâtes pour qu'ils deviennent un lézard. Mais Steven Jay Gould, il dit non, à un certain point, il y a eu un accident incroyable, et le poisson, il a fait un enfant qui est un lézard. Donc, c'est déjà de la folie au niveau probabilité, parce que si vous regardez les changements qui doivent se passer au niveau de l'ADN et tout ça, c'est complètement ridicule, totalement ridicule. Mais faisons même l'hypothèse, on lui concède ça. Ah ben attends, pour qu'il y ait des lézards après, il faut un lézard mâle et un lézard femelle, n'est-ce pas? Donc ce poisson-là, disons qu'il a fait un lézard, quoi? On fait une femelle. Ben, il faut qu'il y ait un deuxième miracle juste à côté de quelqu'un qui fasse un lézard mâle. Et quand vous analysez combien différents sont les systèmes reproductifs du mâle et femelle dans toutes les espèces animales, ben vous vous rendez compte que c'est totalement du ridicule. Ben voilà, ça c'était une petite parenthèse. Système musculaire, système squelettique, les os d'ailleurs, allez-y. Les os, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est un matériau composite qui a une résistance au niveau matériau très forte, mais au niveau du poids, il est super léger. Je crois que le squelette, c'est type une dizaine de kilos. Si c'était fait en acier, ce serait type 40 kilos, on ne pourrait pas survivre. Alors, voilà. Système lymphatique, ça c'est pour le système immunitaire, et système tegumentaire, c'est-à-dire la peau et les cheveux, etc. Alors, voyons un petit peu de détails sur ça. C'est le grand chiffre de ça. Système nerveux. Notre cerveau, c'est 86 milliards de neurones. Et on va voir après, quand on va parler de HLIA, on parle de conduits et de trous et de communication. Et ces neurones, chacun est connecté, il a 10 000 connexions avec les autres. Et chaque connexion, c'est aussi un passage. C'est aussi un chaloulim, nekavim, nekavim qu'il faut compter. Le signal, il va à 430 km/h, une consommation de 5 watts. En fait, j'ai regardé avec ChatGPT, j'essaie de dire, fais-moi une comparaison entre le cerveau et la IA. Et en fait, la IA, elle a beaucoup plus de nœuds que le cerveau, mais elle n'a pas autant de connexions, et les nœuds sont inflexibles, et en plus, la consommation de l'IA, c'est faramineux. Ce qu'ils ont fait, je crois, en Finlande, ce qu'ils font, ils font des systèmes en dessous des maisons, et ils utilisent la chaleur pour réchauffer les maisons. C'est quelque chose de faramineux. Et nous, c'est 5 watts, notre cerveau. Voilà. Système respiratoire, on a 300 millions d'alvéoles dans chaque poumon, donc multiplié par 2, une surface de 70 à 100 mètres carrés. Et un alvéole, c'est-à-dire, c'est des trous, parce que c'est là où il y a l'échange d'oxygène avec le sang. Et donc, il y a là aussi, nekavim, c'est des trous aussi, type 20 000 respirations par jour. Système cardiovasculaire, on avait déjà parlé de ça une fois, 100 000 km de vaisseaux sanguins qui peuvent être aussi petits que 8 microns, 8 millièmes de millimètre dans le cerveau. Et ça, c'est 2,5 fois le tour de la Terre, 3 milliards de battements, 7 000 litres de sang pompé par jour. 7 000 litres de sang pompé par jour. C'est des usines tout ça. Hein. Système digestif, à peu près 9 mètres, surface d'absorption 250 mètres carrés, et 1,5 litre d'acide gastrique par jour, on va voir ça. Système urinaire, les reins, ils filtrent 180 litres par jour. On a 1 million de néphrons dans les reins, et 1 million par rein, et de 1 à 2 litres d'urine par jour. Système lymphatique, 2 à 3 millions de globules blancs par seconde, et à peu près 1000 milliards de lymphocytes. Ben, c'est des chiffres, ok, regardons la peau. La peau, c'est 1,5 à 2 mètres carrés, 4 kg, 40 000 cellules de peau perdues par minute, et on a 1 cm par mois de cheveux, ça veut dire 12 km sur une vie. Si vous vouliez vous faire pousser les cheveux pendant toute la vie, ça devrait arriver à 12 km, d'après ça. Ok? Ben je pense que c'est assez... On pourrait s'arrêter là, et quand on voit ça, on comprend la chorma. Entrez. Vous avez des places ici. Il fallait arriver plus tôt.
Il y a même des places ici. Hein. Tiens. Attention le câble, attention le câble. Non, tu peux mettre là si tu veux. Attention. Attention, Non, attention, ils vont beaucoup de... Ah, voilà, fais attention parce que tu vas... Alors, ok. Il voit rien. Il voit rien là. Allez, Si vous allez, voulez, ça. vous avez le fauteuil des... C'est sûr? Bon. On continue? Ok. Bon. Alors, et d'ailleurs, un truc qui me... Je ne vais pas en parler trop, mais qui m'impressionne là, en fait, je suis en présence d'un docteur, donc je dois faire attention de ne pas dire trop de bêtises, mais le système nerveux autonome, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Parce que la plupart des choses, y compris celles de, on va voir ça dans la digestion et tout ça, sont faites en automatique. Et l'exemple qui me choque toujours le plus, c'est par exemple, on descend les escaliers, on rate une marche, et puis sans même se rendre compte ni rien, le corps il commence à se contourner, tu essaies d'attraper la rampe, tu tournes le pied, tu tournes la tête, tu fais machin truc pour ne pas tomber, mais tu fais pas ça consciemment. Tu sais même pas, tu te rends même pas compte de ce qui se passe. Mais le corps il essaye justement de rattraper ça. Moi je me rappelle la première fois que j'étais venu à Paris pour faire des présentations comme ça de Thorabox, et je vais à la choule, et je ne suis pas bon en direction, et donc je me suis paumé, je ne trouvais plus la choule, puis je l'ai trouvé. Et puis malheureusement, ils sont ces bêtises à Paris. Pour les pistes cyclables, ils ont ce truc en caoutchouc là, qui limite. Et je ne l'ai pas vu, et je suis coincé le pied dessus, j'ai vu mes tefilines voler, moi qui étais en train de tomber à vitesse ralentie, en essayant d'éviter de me casser la gueule. Et puis je suis tombé, atterri sur le genou, le pantalon s'est ouvert. Et puis je suis arrivé là-bas comme un punk, avec le pantalon ouvert comme ça, à faire la défilage et les cravates. C'était magnifique. Bon voilà. Mais c'était impressionnant de comment, en tombant, je me rappelle comment j'essayais de me protéger pour ne pas taper la tête, pour ne pas... Et c'était vraiment, ça semblait être au ralenti, mais c'est pas au ralenti, c'était trop rapide comme truc. Bon, voilà. Et imaginez que je vous donne dans une salle tous les composants de vous faire un corps humain. Vous savez combien il y en a? Et si je vous disais, imaginez qu'on vous donne tous les composants qui forment un corps humain, on vous demande assembler cette personne. On ne peut pas. C'est incroyable. Moi, ça me rappelle, quand j'étais petit, on allait en vacances, il fallait mettre toutes les valises dans le coffre. Et moi, j'étais l'expert de ça. Alors, ma maman, elle attendait que c'est moi qui ai... Alors, tu mets les valises, tu sais, non, celle-là, non. Alors, tu la remets, tu la mets un peu comme ça, et puis tu l'autre en dessous, et puis tu coinces le petit truc de côté, et puis machin, et puis tu réussis. Voilà. Mais tu sais, Hachem, il a Yatsar et Adam, Bechokma, il a créé Bechokma. Mais Hachem, il n'a pas fait comme ça. Parce qu'en fait, Hachem, il n'a pas fait... Voilà, alors voilà, tiens, 9 mètres d'intestin, et 2 poumons, et un cœur, et 100 000 km d'artères, tu assembles tout ça. Non, non, c'est pas comme ça qu'il a fait. C'est pas comme ça qu'il a fait. Ça commence avec un ovule. C'est une cellule. C'est une cellule. Les cellules, elles se divisent en 2, et puis en 4, en 8, etc. Et ça commence à former tout le truc. Mais il y a beaucoup de questions que je vais vous poser maintenant. Maintenant, ça va être un peu... Ça, c'est des questions plus techniques. Et quand vous ne comprenez pas, pas de problème. Hein. On continue, et puis il y a d'autres choses qu'on va comprendre. Mais il y a une question là, par exemple. L'ovule, il a la moitié de son patrimoine génétique qui est étranger pour la mère. Parce que c'est celui du père. Donc en fait, il devrait être rejeté par le corps. Il ne devrait pas y avoir une femme qui tombe enceinte. Parce que, en fait, c'est un corps. Alors, il y a plusieurs théories qui ont été faites. Et c'est fabuleux parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'ovule, il met des petits drapeaux, il fait semblant d'être ami pour s'implanter là-bas, comme si ça allait jusqu'à ce que ça, jusqu'à la fin de la gestation. Mais c'est un pellet, il doit truquer pour être là. Et en fait, des questions, c'est... première question, c'est pourquoi l'ovule fécondé n'est pas rejeté, parce que on vient de dire ça. Comment les cellules totipotentes, c'est-à-dire au début,
c'est les cellules qui peuvent faire tout. Parce que dans notre corps, on a des cellules différentes. On a des cellules de l'œil, c'est pas la même que la cellule de l'os, et de la cellule des muscles, etc. etc. Mais là, au début, c'est des cellules qui peuvent faire tout. Et elles doivent connaître tout le programme de fabrication de l'embryon. Parce qu'en ce moment, c'est juste une cellule. Ok? Et puis après, il y a les gènes architectes. Ça, j'essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et ils doivent savoir quelles cellules produire et les envoyer où. Parce que maintenant, vous imaginez un embryon. Ok, maintenant il faut 2000 cellules pour l'œil, il faut 7000 cellules pour le pied gauche, il faut 40 000 cellules pour l'intestin ici, etc. Oui, tout ce programme, c'est dans l'ADN, n'est-ce pas? Et une question, comment je me pose, bébé? J'espère que ce n'est pas une question ridicule, mais je vais la poser. On ne peut pas imaginer qu'il y a des cellules en suspension dans l'embryon, n'est-ce pas? Donc tout doit être... Nous quand on est là, tout est attaché, n'est-ce pas? Toutes les parties de notre corps sont l'une attachée à l'autre. C'est tout connecté. Mais quand elles sont formées, qui se forme avant, qui se forme après, etc. Il faut que quand même, chaque fois qu'il y a une cellule qui est générée, elle soit attachée à une autre cellule qui est là-bas. C'est comme si je vous dis maintenant, dessine un truc très compliqué, mais ne lève jamais le stylo du papier. Il faut que ce soit tout attaché, l'un à l'autre. Alors ça, je n'arrive pas à mettre ma main sur comprendre comment ça marche. Tu as compris la question? Est-ce que c'est une question qui pose dans la médecine ou c'est une question qui n'a pas de sens? Il y a plein de questions sur lesquelles ils n'ont pas de réponse. Non, pas de réponse. C'est vrai qu'ils ont démontré que dans l'ovule, il y a un gradient de concentration de telle et telle protéine qui fait que on a le côté qui va faire la tête, le côté qui va faire les pieds. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce gradient et comment il se forme? Voilà. Oui, mais et après l'évolution... De quoi? Mais alors, une fois que tu as la tête, comment tu fais l'œil dedans? Et à quoi tu l'attaches l'œil quand il n'est pas formé? Le début de l'œil, il est attaché à quoi? Non, tout est attaché ensemble, mais effectivement, c'est-à-dire qu'au milieu de telle cellule, du groupe de cellules, d'un coup, il y a une cellule qui va se transformer pour commencer à donner l'œil. Alors, voilà, c'est les cellules qui se différencient au fur et à mesure. Voilà. Donc, il y a plein de questions de ce genre. Alors ça, on avait vu l'autre fois. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que cette espèce de carte compliquée? On aurait pu penser que c'est une carte de métro, mais la carte de métro la plus compliquée, c'est celle-là, c'est celle de Beijing. Ça, c'est le métro de Beijing. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que celle-là. Celle-là, c'est les voies métaboliques. Les voies métaboliques, c'est-à-dire les réactions qu'il y a dans le corps humain. Et en fait, je sais pourquoi vous n'avez pas répondu, parce que c'est pas clair. Maintenant, je vais vous faire un agrandissement, comme ça va être clair, et là, vous allez me répondre tout de suite, n'est-ce pas? Maintenant, c'est clair. Ouais, c'est clair? Non, mais c'est juste pour vous dire. Et d'ailleurs cette carte-là, c'est de Roche, la société pharmaceutique Roche, et c'est la vieille carte. Ils sont en train de travailler sur la nouvelle. Donc la nouvelle, sûrement, elle est encore plus compliquée que celle-ci. Ça, c'est la vieille, et j'ai eu du mal à la trouver. En plus, elle est à basse résolution. Mais pour vous dire le niveau de complexité, et ça, c'est ce qu'on sait. Ça, c'est seulement ce qu'on sait. On sait qu'il y a plus de 3000 à 5000 réactions métaboliques connues dans le corps humain. C'est quelque chose de faramineux. Et en fait, il y a une autre carte du même genre, qui est celle des processus cellulaires et moléculaires. Si vous avez des questions, ici. Des questions? J'aime bien la question, mais ici. Pareil. Alors, on a 30 000 milliards de cellules. 200 types de cellules. Et on a un petit peu plus de bactéries, c'est pas le point clé. Et est-ce qu'on peut... Je crois que c'est pas bien... Il faut le rapprocher un petit peu peut-être. Voilà. On a des milliers à des dizaines de milliers de réactions biochimiques qui ont lieu chaque seconde dans chaque cellule. Dans chaque cellule. Donc si on prend le nombre de cellules, 30 000 milliards, multiplié par 1000 ou 10 000, on a plus de 10 puissance 20 processus moléculaires actifs à chaque instant dans le corps humain. 10 puissance 20, c'est 100 milliards de milliards. Ok, c'est un 1 suivi par 20 zéros. Si vous me donnez cet argent en centimes, je serais bien content. Je pense que Elon Musk serait un petit... Je lui fais la charité, moi, Elon Musk, avec ça. Ok? Donc, ça, c'est le processus dans le corps humain. Et en fait, une question que je vais vous poser,
Est-ce qu'il y a plus de processus moléculaires dans le corps humain chaque instant ou grains de sable dans la Terre? Une question bizarre. Il y a quand même pas mal de grains de sable, n'est-ce pas? Vous avez été à la plage, c'est un peu dur de les compter. Hein? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de processus ou de grains de sable? De grains de sable? Non. Le nombre estimé de grains de sable, c'est 7,5 10 puissance 18. Et on a 10 puissance 20 dans le corps humain. En fait, je vous dis une expérience personnelle. Il y a type... il y a des questions? Non. Des questions? Il y a... Les gars, je suis un professeur très sévère. Hein. On ne parle pas ici... Madame, je vais vous donner des heures de colle, hein, attention. Voilà. Donc, non, je vous dis une chose. Il y a type 3 mois, on était ensemble avec ma femme à Jérusalem, puis soudainement, je me suis senti très très mal. Ça faisait une espèce de crampe terrible. Puis alors, je vais aux urgences là-bas de Jérusalem. Ils sont toujours très gentils avec vous. J'arrive là-bas, je suis comme ça. Et c'est-à-dire, vous avez l'assurance? Est-ce que vous avez l'assurance? Oh! J'étais là comme ça. À la fin, c'était un calcul. Mais je vous dis une chose que justement, sur cette histoire de calcul, parce qu'on est en train de parler de la Shariat Tzar, je voulais vraiment faire le Beracha de la Shariat Tzar, mais j'arrivais pas à aller aux toilettes. C'était tout bloqué. J'étais une douleur incroyable. Je vais aux toilettes, rien. J'ai réussi à la fin en poussant une goutte, mamash, une goutte d'urine, une goutte. Alors c'est suffisant d'après la halakha pour faire un Shariat Tzar. Alors je suis sorti, j'ai fait un Shariat Tzar, je vous dis, en pleurant. Et Mina Shamayim, ça s'est calmé. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est le soir même, on avait une fête de notre synagogue, et je les avais déjà prévenus que je ne serais pas venu, que je pensais que c'était la fin. Et après, ils m'ont vu là, et dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, c'est passé. Le problème, c'est que 2-3 jours après, j'étais aux urgences avec l'ambulance à l'hôpital. Ça, c'est une autre histoire. Mais la chaîne Yatzel, elle avait bien marché. Ok. Et qu'est-ce que c'est qu'un calcul? Vous allez me corriger, mais c'est quoi? Une dizaine ou une centaine de petits processus qui n'ont pas bien marché sur 10 puissance 20? N'est-ce pas? Et là, allez, plein de maladies, c'est peut-être une petite minorité qui ne marche pas. Il faut que tout marche. Tout marche. D'après ce que j'ai compris, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui n'a pas bien marché, quoi, qui s'est dupliquée de la mauvaise façon. Mais le corps humain, il a plein de façons pour les éliminer, parce qu'il y a plein d'erreurs continuellement. Et le corps corrige tout de suite. Mais parfois, malheureusement, Hachem, il sait pourquoi, il n'est pas corrigé. Donc c'est... Voilà. Et quand on voit ça, ce miracle de la naissance, ça passe de 1 mm à 50 cm, et le poids est multiplié par 1000 milliards. De une cellule à un bébé. Voilà. C'est quelque chose de... avec tout à la bonne place, quoi. Alors, quel est le lien de tout ça avec la toilette, les toilettes? Ubaravo, nekavim, chaloulim. Et Hachem, il a créé des trous et des conduits et des valves. On peut les traduire de différentes façons, tout ça. Alors, je vais vous raconter un peu de mon histoire. J'étais à Boston, et ça, c'était ma synagogue. The Sephardic Community of Greater Boston. Si vous allez à Boston, c'est une synagogue exceptionnelle. Ça, c'est à l'intérieur. Et ça, c'était mon rabbin, Rav Aaron Amaoui, qui a mis en place cette synagogue. Son frère, Eli Amaoui, c'est un docteur, je crois que je l'ai encore vu sur le site, donc il doit être encore en opération. C'est un chirurgien des organes internes à l'hôpital de Maïmonide à New York. Et lui était venu une fois donner la déracha de Seuda Shlichit. Merci. Il était venu donner la déracha de Seuda Shlichit et il avait dit ça. Il a dit, toutes les opérations chirurgicales que j'ai faites étaient toujours dues à quelque chose qui devait être fermé mais était ouvert, ou à quelque chose qui devait être ouvert mais était fermé. Toujours. Il a dit, toutes les opérations qu'il a faites, quelque chose devait être ouvert, il était fermé, quelque chose fermé, était ouvert, voilà. Là, on trouve, je dois corriger ça. Voilà.
Regardons un petit peu conduit, valve et tout ça. Combien on en a? Si je vous pose la question, combien de trous avons-nous dans notre corps? Un nez, deux oreilles, une bouche et deux ouvertures pour les toilettes. Voilà, c'est tout. Non, alors, Khaloulim, qu'est-ce qu'il veut de plus notre Beracha? Regardons un petit peu plus. Pardon? Ah bon? Qu'est-ce qui se passe là? Ah mince, j'ai pas mis le chargeur. Ah. Heureusement qu'il m'avertit. Hein. Merci. Voilà. Ok. C'est tout? Bah non. Il y a quoi? Il y a pas? Il y a autre chose. J'ai dit la peau. Ben, la peau. La peau, bravo. Bravo, c'est 5 millions de porcs. Madame, on parle ici, c'est... Ah mais on s'interroge justement. Hein? On s'interroge. Ah, c'est ok. C'est 5 millions de porcs. 5 millions de porcs. Et en fait, il y a une histoire que j'avais entendue quand j'étais à Centrale, que je n'ai pas réussi à trouver, mais je l'avais vue. C'est quand les bas en nylon sont sortis sur le marché, les femmes étaient devenues folles pour ça. Parce qu'avant, c'était les bas de soie qui étaient très chers, qui se cassaient et tout ça. Les bas en nylon, c'était la fureur. Il y avait les queues dans les supermarchés pour acheter des bas en nylon. Et le problème, c'est que le nylon, la première version, était très inflammable. Et donc, il y en a qui ont pris feu. Et le problème, c'est que quand le nylon prend feu, il se colle à la peau et bloque les pores. Et alors, il y a eu des femmes qui ont eu des conséquences très désagréables sur leurs organes inférieurs ou même leur vie à cause de cette histoire. Et ça montre que la peau, elle doit respirer. On ne peut pas ne pas faire respirer la peau. Et avec la peau, on éjecte de 3 à 4 litres de sueur par jour jusqu'à 10 litres par jour. Et en fait, la sueur, c'est pour régler la température du corps. Une histoire fabuleuse que j'avais entendue, c'est on ne se rend pas compte du système nerveux autonome, n'est-ce pas, comment tout marche en automatique, on respire. Vous avez programmé quand est-ce que vous allez respirer? Non, vous avez bien mis dans votre emploi du temps respiration, digestion? Non? Non, voilà. Réglage de la température du corps. Si par exemple, sans faire de nom, votre femme elle laisse la fenêtre ouverte toute la nuit, il fait un froid de chien, votre corps il doit s'adapter pour ne pas geler, quoi. Voilà, mais une histoire que j'avais entendue, c'est qu'il y avait un enfant qui, à la maison, il était toujours malade, et quand il était à l'école, il allait bien. Alors ils ont enquêté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet enfant avait son système de réglage de température, qui est un système autonome, qui ne marchait pas trop bien. Et ses parents, ils n'étaient pas très riches, donc ils n'avaient pas la clim. En Israël, il fait chaud. Alors quand il était à la maison, il faisait chaud, et la température montait, et donc il était malade. Quand il allait à l'école, il y avait la clim, alors la température était basse, et l'enfant allait bien. Et on ne se rend pas compte de ça. Et notre Baruch Hashem, dans le système, on dit, t'as jamais remercié le bon Dieu pour dire merci que la température est seule toute seule? On a 100 000 km de veines, d'artères et capillaires, 6 litres de sang, 7 000 litres de sang pompés par jour. On a dit qu'on a 600 millions d'alvéoles, de 5 à 6 litres de sang oxygéné par minute. 5 à 6 litres par minute. Les chiffres sont absolument incroyables. Et là, il dit, Galou Yadoua, il est su et dévoilé, il fnei kisek evodecha, en face de ton trône céleste, si un d'eux se ferme, ou un d'eux se ouvre, ça veut dire, s'il se ferme quand il ne devait pas se fermer, ou s'il s'ouvre quand il ne devait pas s'ouvrir, et tu ne peux pas survivre même une heure, mais en fait ils disent que ça veut dire un instant. Et alors on va regarder maintenant, qu'est-ce que c'est que ces fameuses ouvertures que si elles se ferment ou elles s'ouvrent un instant, ça ne va pas. Tu es dévoilé, un instant, voyons des exemples. Premièrement, la digestion commence par la bouche, et on a 3 éléments qui sont fondamentaux. 1, les dents, parce que sans les dents, on ne peut pas manger. En fait, aujourd'hui, bien sûr, il y a les dentiers, les implants et toutes ces choses-là, mais à l'époque, si quelqu'un n'avait pas les dents, c'était des purées et des liquides. Voilà, mais maintenant, ça a changé un petit peu. La langue, on ne se rend pas compte de ce qu'elle fait la langue. La langue, pendant qu'on mange, elle dirige la nourriture exactement à la place où elles doivent être sous quelle dent pour être broyées ou hachées ou quoi que ce soit.
Et en fait, Hachem, il a fait un recette, il nous a donné de 2000 à 8000 papilles gustatives qui nous permettent de se délecter des soufganiotes de Madame Semoun et des choses comme ça. Voilà. Et on a la salive. La salive, on a 6 grandes glandes salivaires et des centaines de petites glandes salivaires et qui produisent entre 1,5 et 1,5 litre de salive par jour. Et en fait, j'ai vu une expérience que c'est impossible de manger sans salive. Si on n'avait pas de salive, on ne pourrait pas engloutir, on ne pourrait pas manger. C'est fabuleux parce que la salive, ça permet justement qu'on puisse manger. Ça lubrifie tout ça. Et là, c'est sous notre contrôle. C'est là où ça s'arrête. On a le droit, c'est jusque là. Après que ça passe la bouche, c'est tout en automatique jusqu'à la fin. Ok? Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe après. Alors une fois qu'on engloutit, il y a quelque chose qui s'appelle l'épiglotte. Et l'épiglotte, c'est une petite valve là, qui permet à la nourriture d'aller dans l'œsophage et pas dans le larynx. Parce que si ça se passe le contraire, c'est non, j'ai mangé de travers, oh, j'ai mangé de travers. Ouais. Et elle fait ça, elle empêche la nourriture de descendre dans la trachée. On fait de 400 à 2000 de déglutition par jour. Et de 10 millions à 50 millions pendant 80 ans. Imaginez-vous, cette épiglotte, elle bouge jusqu'à 50 millions de fois dans une vie. Okay, c'est incroyable quand vous voyez des chiffres comme ça parce qu'il n'y a pas de système mécanique qui a des endurances comme notre système. Et tout ça, c'est en automatique, jusqu'à la dernière fois. Il y a une deuxième valve. Il y a 2 valves au niveau de l'estomac. Un, c'est le sphincter au début, et un sphincter à la fin. Et à l'intérieur, on a chaque jour 1,5 litre de sucre gastrique. Alors, ce qui est fascinant, c'est un acide super puissant qui est composé d'acide chlorhydrique fort et d'autres choses. Acide chlorhydrique, juste pour vous donner une idée, si vous prenez un bout de cuivre et vous le mettez dans de l'acide chlorhydrique, il va se dissoudre. Alors la question, c'est maintenant, si l'acide chlorhydrique, il dissout il dissout le cuivre, et en plus, il dissout aussi le poulet qu'on mange, non? Et si on mange de la viande, il dissout la viande. Ah, pourquoi il ne dissout pas l'estomac lui-même? Parce que Hachem, il a fait un pelle qu'il a couvert l'estomac d'une couche de mucus alcalin qui neutralise ça. Et quand vous regardez ça, en fait, j'ai regardé ça en détail parce que vous devez aussi produire l'acide. En même temps, il faut produire l'acide et il faut le neutraliser à la surface. Quand vous regardez, corrigez-moi si je dis une bêtise, quand vous regardez la surface de l'estomac, il y a des cellules qui jettent de l'acide dedans et juste à côté, vous avez les cellules qui neutralisent l'acide pour qu'il ne... C'est tout mélangé en trucs et ça marche. Et puis après ça, on passe à l'intestin, aux intestins. De 7 à 8 mètres, même 9 mètres, on a 32 mètres carrés d'absorption. Les chiffres sont absolument faramineux. Quand on parle de nanotechnologie, qu'est-ce que c'est la grandeur de nanotechnologie? C'est que c'est énormément de surface. Par exemple, vous prenez un bout de fromage, il a une surface, n'est-ce pas? Vous le coupez en deux, vous créez deux nouvelles surfaces. Vous le coupez encore, vous créez d'autres surfaces. Quand vous faites des poudres, c'est énormément de surface. En fait, il y a des matériaux, juste pour faire savoir. Par exemple, le titanium, c'est un métal, n'est-ce pas? Mais la poudre au titanium, en format nanométrique, elle est explosive. Parce que ça devient, il y a une surface ça augmente de surface. Et à l'intérieur des intestins, il y a des villosités et des microvillosités. Il y a 20 millions de villosités et 2 millions de microvillosités par villosité. Et qu'est-ce que c'est que ces villosités, microvillosités? C'est là où il y a l'échange entre ce que vous mangez et le sang. Parce que quand on mange, on veut nourrir le sang de bons trucs, de nutriments. Eh ben, alors imaginez la grandeur de ce système, vous mangez du bamba par exemple, ou des choses comme ça, qui ont valeur nutritive 0,0001%, n'est-ce pas? Alors tout le reste va partir aux toilettes. Mais cette espèce, ces microvillosités, elles font le tri entre ce qu'il faut passer dans le sang et ce qu'il ne faut pas passer dans le sang et qu'il faut continuer dans le parcours pour aller jusqu'aux toilettes. C'est incroyable, la chorma qu'il y a dans le sang. Et ça, c'est des échanges
Quand on dit chaloulim, c'est tous des échanges, mais des échanges au niveau moléculaire. N'est-ce pas? Donc on parle de quantité d'ouverture ici. Faramineuse, une ouverture, c'est quelque chose d'incroyable. Donc en total, 40 millions de microvillosités. Le cerveau, ça ne fait pas partie du système digestif, mais quand on regarde les connexions entre les neurones et les synapses, c'est tout aussi des circuits, des choses qui doivent passer d'un côté à l'autre. C'est des diffusions. Il y a jusqu'à 10 millions de canaux ioniques pour chaque neurone. Canaux ioniques, c'est-à-dire, c'est des portes qui permettent à certains ions de rentrer ou de sortir ou de ne pas passer. Et en fait, il y a de 10 puissance 27 à 10 puissance 28 transports ioniques par jour. Ça c'est des chiffres incroyables. Ça, juste pour donner une idée, ouais, 27 c'est 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards. Ok? C'est quand même pas mal. Et ça se passe par jour dans notre cerveau. Et si Khalil, là, ça ne se passe pas, ben, c'est pas bien. Ok. On connaît tous, le cœur. Et le cœur, c'est. Je veux pas être. J'espère que je n'aurai pas un procès par ça, mais j'ai trouvé ça, j'ai vu que l'homme, il a un cœur qui est plus lourd que celui de la femme. Ok, j'espère que vous allez me pardonner, c'est pas moi qui l'ai inventé ça. Peut-être qu'il y a une raison, parce que. Bon, mais je vais pas la dire. Allez. Alors, et le cœur, il a 4 cavités. Et il a les ventricules et les oreillettes droite et gauche, ça fait 4 cavités, et il a 4 valves. Parce qu'en fait, c'est tout synchronisé, on va voir ça. De 60 à 80 battements par minute, 5 litres de sang pompé par minute, 3 milliards de battements dans une vie. C'est une petite pompe qui fait 3 milliards de battements. Si vous avez une pompe qui résiste à 3 milliards de battements, vous me le faites savoir parce que j'en ai besoin d'une pour mon labo. Ok? Mais je n'ai pas vu un fabricant qui fait ça. Et ça peut, dans une vie, c'est 210 millions de litres de sang. C'est quand même pas mal, hein? C'est quand même pas mal. Et voyez une petite vidéo, ça explique ça. Si on... Je sais pas. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps pour en alimenter les organes par de leurs déchets. Il se compose de 3 grandes vaisseaux sanguins qui forment un système complet. Les artères, les veines Les veines, et les capillaires. les capillaires. Ces 3 types de vaisseaux composent un ensemble de 100 000 km de long. 100 000 km. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Sur l'artère, c'est du cœur vers les À organes. l'inverse, le transporte les organes vers le cœur. Et les veines, c'est l'eau déposée. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont des champs irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Ce sont les capillaires. Les capillaires relient entre elles artères et veines dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. Ça, c'est au niveau des poumons. Un organe est actif, plus l'apport de sang et les échanges sont importants. Les échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux, en sens unique. Il est mis en mouvement par le cœur qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. À chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède 4 cavités avec un côté
Ok, allez. On a dit qu'on a dit 38 milliards de cellules, n'est-ce pas? On a des globules rouges, des neurones, des cellules musculaires, cellules de la peau, immunitaires, etc. Et on a parlé. Et ce qui est fabuleux dans les cellules, on a tous les types de cellules. La cellule, c'est un truc hyper complexe. Hyper complexe. Quand Darwin il a commencé son truc, il croyait à l'époque que c'était un protoplasme. En fait, déjà, là, ça ne tenait pas la route à l'époque. Quand on a compris la complexité de la cellule et de l'ADN, etc., c'est clair. Si vous êtes honnête, vous comprenez que c'est du n'importe quoi. C'est quoi un protoplasme? Pardon? C'est quoi un protoplasme? Protoplasme, c'est-à-dire qu'il pensait que c'était un bout de gélatine. C'est pas du tout compliqué, un truc super simple. Et en fait, c'est pas simple du tout. Une cellule, ça a dedans des systèmes de génération, des systèmes de nettoyage, des systèmes de... Et tu peux demander... Le docteur Samoul va vous dire, c'est quelque chose... Il y a un professeur de biologie qui répondra mieux que moi. Ah, il y a un professeur de biologie? Ah, ouais, voilà, donc correct. Mais ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y a des canaux ioniques dans les cellules. Et le nombre est faramineux. Ça dépend de quelle cellule, mais dans les neurones, c'est de 10 puissance 6, 10 puissance 7, mais il y en a d'autres qui sont des milliers. Donc, si vous avez, on a 30 000 milliards de cellules. Et chaque cellule, elle a des dizaines à des millions de canaux ioniques. C'est-à-dire que ces canaux ioniques sont fondamentaux pour que la cellule elle marche bien. Et en fait, je me rappelle, dans notre département, on cherchait il y avait un qui avait postulé pour joindre comme professeur, et lui, c'était un spécialiste d'un certain type de canal ionique pour une certaine cellule, pour vous dire à quel niveau de complexité on est arrivé aujourd'hui. Et quand vous pensez à ça, c'est-à-dire que ce canal ionique qui fait rentrer ou sortir des ions, et c'est une porte, il fait sortir ou rentrer seulement certains types d'ions quand il veut, ou quand il ne veut pas. Et ça, c'est aussi un chaloulim, nekavim. C'est aussi une porte, une valve, etc. Donc vous voyez combien de choses on a vu jusqu'à maintenant. Donc de là, on peut méditer, comme le Rambam il dit, quand on regarde la beauté de la création, on voit que c'est une chorma chez En Boketz. C'est une chorma qui n'a pas de fond, qui n'a pas de limite. Et puis on va aux toilettes, et on a type 1,4 litre d'urine par jour, on va de 6 à 8 fois par jour, et ça veut dire que ça donne une opportunité de faire cette belacha 6 à 8 fois par jour. Et ça prend 20 secondes, donc ça ne prend pas beaucoup de temps dans la journée. Et vous avez... Et je n'ai pas parlé du foie, je n'ai pas parlé des reins, je n'ai pas parlé de la bile, je n'ai pas parlé de plein de choses. Il y a plein d'autres choses que j'ai même laissé de côté, parce que là on est déjà débordé. Quand vous comptez tous les canaux, et tous les trous, et tous les conduits, etc. qu'on a vu. Et puis les sels, c'est 75% d'eau, mais on a toutes les fibres indigestes et tout ça. Et les sphincters anaux, c'est la partie finale quand on va aux toilettes. Alors je vais vous dire deux choses sur ça. Premièrement, il faut remercier le bon Dieu quand ça marche. Parce que vous savez qu'il y a des gens on appelle ça incontinence, qu'ils ne peuvent pas contrôler ça. Et donc, ça continue à sortir, donc il faut mettre des couches, des choses comme ça. Une autre chose, mais moi je me rappelle un collègue en Italie, il avait inventé un petit dispositif pour les gens qui ont des problèmes d'incontinence, les mâles qui ont incontinence à uriner, avec un dispositif, avec un aimant. Et du style, son idée c'est d'implanter un truc dedans, une espèce de valve électromécanique, et quand il allait aux toilettes, il approchait un aimant, ça permettait d'ouvrir la valve, et puis il enlevait l'aimant et ça fermait la valve. Donc, au Hachem, on n'a pas besoin d'aimant pour aller aux toilettes. Ok, ça c'est un truc comme ça. Et une autre chose, qu'on ne se rend pas compte de la grandeur du système du corps humain, c'est, vous imaginez toutes les... Surtout aujourd'hui, on ne mange pas vraiment ça, on ne peut pas dire ça, n'est-ce pas? Et on mange plein de bêtises, et le corps, il décide quoi prendre et quoi éjecter. Dr Gando, qui est à Beth Shemesh, il avait suggéré une chose incroyable. Et c'est grossier comme truc, mais je vais vous le dire quand même. Imaginez que vous preniez une grosse poubelle plastique. Et chaque fois que vous mangez, disons vous mangez un sandwich. Alors prenez 2 sandwichs. Un vous le mangez et un vous le mettez à la poubelle. Vous buvez un verre d'eau, un verre vous le buvez, un verre vous le renversez dedans. Et puis vous prenez un bout de gâteau je le mange, un bout de gâteau. Regardez à la fin de la journée,
l'espèce de truc que vous avez dans la poubelle. Et ça, c'est ce que votre corps a dû gérer, tout ce mélange dégueu qui est là-dedans, plein de trucs. Et ça, c'est ce que votre corps a mangé pendant la journée. Donc, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir tout ça. Et puis, on finit avec une double louange. Béni sois-tu Hachem, source de bénédiction, qui guérit toute chair et qui fait des prodiges. Donc, on a cette double louange. Il guérit. C'est une ségoula pour les fois. Et il accomplit des miracles. Et le miracle que les Chachamim disent, c'est qu'il y a plusieurs miracles. Premièrement, on a tellement de trous et on ne se dégonfle pas. Okay, on ne connaît aucun ballon avec des trous qui ne se dégonfle pas, ou un pneu, ou quoi que ce soit. Mais on a plein de trous partout, et on ne se dégonfle pas. On a vu tous les trous qu'on a. Deuxièmement, on a une neshama qui est à l'opposé, qui est spirituelle, et on a un corps qui est physique. Et la neshama et le corps, ils coexistent ensemble. Et ça, c'est le mafli, le pélé, le miracle, c'est que les deux coexistent. Le Rav Israël nous dit que c'est cette bénédiction qui est une très grande ségoula pour la guérison. Et en fait, je donne un autre exemple personnel là, qui s'est passé juste hier. En fait, alors, vous allez rigoler, mais hier on était dans un magasin bio et j'ai trouvé curcumin nature. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. C'est des espèces de petits bâtonnets, type un doigt, comme ça, et puis vous l'épluchez, et dedans c'est juteux, je ne sais pas quel goût c'est, mais c'est imaginer une carotte super tendre, un truc comme ça. Et c'est très bon, j'ai mangé la moitié d'un truc comme ça. Alors évidemment, je n'ai pas pensé à me couvrir les mains parce que j'avais toutes les mains jaunes après, parce que c'est curcumin, ça salit comme pas possible. Et puis après, le soir, on est allé avec ma femme dans un restaurant indien, et je lui ai demandé que ce soit piquant, mais pas trop. Mais piquant, pour eux, piquant, mais pas trop, c'est hyper piquant pour nous. Alors ce qui s'est passé, c'est que le hyper piquant, avec le demi-bâtonnet de curcumin, a créé une réaction exothermique explosive à l'intérieur. Et j'ai dû aller aux toilettes 3-4 fois. Et je vous dis, j'ai dit, Hacher Yatzal avec une kavana, machou. Et Baruch Hashem, ça a marché, on a dû prendre du beurre pour revenir à la maison. Parce que sinon, alors ça c'était, et on a découvert, après elle a regardé sur le téléphone, elle a dit, tu sais que le curcumin, on ne peut pas manger plus que 2 grammes par jour. Ouais. Et je ne sais pas combien j'ai mangé. Bon, c'était très bon. Voilà. Et le temps de lecture de tout ça, c'est 20 secondes. Et je vous conseille, il y a des textes fabuleux, et en fait le Rav Binisti, il a un qui est très joli. Lisez-le du texte. Prenez un texte et lisez mot par mot. Ça prend 20 secondes, 30 secondes. C'est la meilleure assurance santé. Vous n'avez pas besoin de faire assurance santé, ça c'est la meilleure. Et je vous dis, hier et celle des calculs, quand vraiment vous le dites avec Kavana, ça fait quelque chose de magique. Voilà. Ça, plus que ça. Il y a une chose aussi, quand on dit Mafli la Asot, il y a je crois que il y a une version qui dit le Mafli la Asot, c'est le miracle que Kadosh Baruch Hu il a fait quand l'enfant il est né. Parce que quand un enfant est dans le ventre de la mère, il est nourri par la placenta. Et en fait, la placenta, hein, elle remplace, le cœur il ne marche pas, les poumons ils ne marchent pas, et tout est fait par filtration et tout ça par la placenta. Et en fait, il y a 3 valves qui sont, par exemple, les 2 chambres du cœur sont ouvertes. Ça s'appelle le foramen ovale. Il y a un canal artériel qui est fermé, et il y a un canal d'Arantus, ça bypasse le foie. Il n'y a pas de foie. Quand le bébé il sort, ces 3, ils changent d'état. Ils étaient, par exemple, le foramen ovale, il se ferme, parce que dans le cœur, il ne faut pas d'ouverture entre les deux ventricules. Et ce qui se passe, c'est que quand le bébé il sort, tac, ces 3 choses. Et ça, quand on dit Mafli la Asot, c'est ce miracle que quand le bébé il est né, ces 3 valves, elles ont switché pour permettre la vie. Et il y a une histoire fabuleuse, je l'avais dite pour ceux qui étaient là la dernière fois, mais elle est très belle, donc je veux la dire encore. C'est Rav Jonathan Rietti, il était venu à Boston, c'est un conférencier très bon, et il avait dit, quand un bébé né, à l'époque, probablement quand on pouvait encore frapper les enfants, aujourd'hui on ne peut plus parce que c'est interdit, et il y a les lois, on est tous libéraux et tout ça, mais à l'époque le bébé il sortait, et on lui donnait une petite fessée,
sur le derrière et il pleurait. Alors il dit, imaginez-vous être le bébé. Le bébé, à l'intérieur du corps de la maman, il étudie la Guémara avec un malach, il voit d'un bout de l'autre du monde, c'est air conditionné, c'est confortable, c'est même type suspension Citroën, et c'est exceptionnel quoi. Et puis après, tremblement de terre, il passe par un canal étroit, il est tout serré, et ça fait mal et tout ça, il fait froid, et puis il voit ce gros géant là avec le tablier blanc qui le prend avec ses grosses mains comme ça, et puis il regarde, il voit maman et papa qui sont là, qui voient les petits bébés, et puis ce docteur-là, il prend sa grosse main et paf, comme ça dans le derrière. Et il pleure et ça fait mal, et ça fait mal. Et puis il regarde papa, il dit, papa maintenant, tu vois, il va prendre son poing, il va lui donner une percute sur la tête à ce méchant. Et puis il voit le papa, Khazak ou Baro, merci docteur, et il dit, c'est pas juste, c'est pas juste. C'est totalement injuste, j'ai rien fait. J'ai pas une sortie, j'ai pas fait une steladera, j'ai rien fait de mal. Et celui-ci me frappe, et l'autre il dit, Razak ou Balour, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, de là on apprend 3 leçons. La leçon numéro 1, c'est que dans la vie il y a des choses qui font mal. Ben malheureusement, on a tous expérimenté ça. Deuxièmement, c'est que tout ce qui se passe dans la vie, c'est pour notre bien. Hachem, il fait ça pour notre bien. Il y a une beracha d'ailleurs fabuleuse de remerciement de Hachem. On peut en parler après si vous voulez. Mais la troisième leçon qui est la plus importante, c'est qu'un de ces jours, et on espère que ce soit avant 120 ans, on va se rendre compte que c'était pour notre bien. Imaginez cet enfant, un adolescent, il est en cours de SVT et on lui explique qu'on donnait une fessée pour activer la respiration et fermer ces trois valves et tout ça. Et il dit, ah ouais, ah mince, alors c'était pas un méchant ce docteur-là. Je dois lui demander pardon parce qu'il a fait pour mon bien. Il a fait pour mon bien. Voilà, ça c'est les 3 leçons de ça. Et Rav Citruc, on avait lu cette phrase la dernière fois, la nature, le voile pudique de protection que Dieu étend sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en Dieu. Jusqu'à maintenant, on va aux toilettes et c'est normal. J'ai mangé, je digère, je vais aux toilettes, c'est fini. Mais on a vu que tout ce qui se passe là-dedans, tous les chaloulim, les cabines qui se passent là-dedans. Il y a de quoi. Voilà, ça c'est la partie numéro 1. C'est pour le Olam Hazé. Mais ok, on a couvert l'Olam Hazé, on sait comment se soigner, parce qu'on sait maintenant la Beracha d'Asher Yatzar. Regardons un peu le Olam Haba. Mais on va passer par une étape intermédiaire. Je vais vous parler d'un animal sympa, le papillon. Il y a la question. Le papillon, chaque papillon, en fait, il aime un certain type d'arbre. Alors le papillon, il dépose sur les feuilles des arbres des centaines de petits œufs. Et de ces petits œufs, il y aura une chenille qui va sortir, ceux qui survivent, mais pas tous survivent. Alors, quand la chenille, elle sort, c'est un petit ver, et elle est hyper affamée. Premièrement, elle commence à bouffer son œuf. Et après qu'elle a bouffé son œuf, elle va commencer à manger la feuille sur laquelle l'œuf était. Et puis, au fur et à mesure, elle va grossir, elle va changer de peau plusieurs fois, et elle va devenir de plus en plus vorace. Elle mange les feuilles. À un certain point, qu'elle a rejoint un certain niveau, elle va faire un petit harnais sous une branche d'arbre. Elle va faire une dernière transformation de peau. Elle va se suspendre. Et en fait, elle va se liquéfier à l'intérieur. Elle va se suicider. Elle va devenir un liquide. Ça s'appelle la pupa ou la chrysalide. Et elle va aussi mimétiser la couleur de la chrysalide avec la couleur de la branche en dessous, qui est juste au-dessus d'elle. Voilà, donc ça c'est... En ce moment-là, il y a un liquide. On va voir après le liquide, c'est un peu... Ceux qui sont sensibles, je vais leur dire de fermer les yeux. Et après, hein, si vous attendez, type, je crois que c'est 2 semaines, il y a le papillon qui sort. Hein, c'est sympa. Maintenant, ça c'est ce qu'il y avait dedans, un sacrifié pour la science. On va vous montrer que c'était un liquide vert. Et ce liquide vert n'a pas de structure, n'a pas de vie. Et une fois, j'étais à Boston et il y avait une fille qui faisait son doctorat sur ça, sur la pupa, et je lui demandais est-ce qu'il y a un signe de vie? Elle a dit pas du tout. C'est mort. Donc en fait, le papillon, c'est une chenille qui est vivante, qui devient chrysalide, qui est un liquide mort, qui redevient un autre animal qui est vivant. Ok? Est-ce qu'il y a une connexion entre ça? Premièrement, quand on voit ça, de vivant à mort à vivant, comment on appelle ça? Une résurrection.
Ok, c'est premièrement. Mais deuxièmement, il y a un truc fabuleux. Il y a un papier scientifique qui a fait une expérience comme ça. Ils ont pris les chenilles, ils ont pris une chenille et ils ont passé une odeur. Quand ils ont passé une odeur, ils lui ont donné un choc électrique. Odeur, choc électrique. Odeur, choc électrique. Odeur, choc électrique. C'est ce qu'on appelle le conditionnement de Pavlov. Et donc, quand on passait l'odeur, la chenille, après un certain point comme ça, elle commençait à s'effrayer parce qu'elle savait que le choc arrivait. Ok? Puis après, elle s'est transformée, le papillon est sorti. Ils ont passé l'odeur et le papillon a réagi. Alors dites-moi comment c'est possible que le papillon qui est venu de la résurrection à partir du liquide se rappelle encore de la conscience de quand il était chez nous, alors qu'il n'y avait aucune connexion entre un papillon et une chenille. C'est des questions qu'on peut se poser. Et en fait, en passant par le papillon, je vais vous juste dire une chose comme ça, parce que compte tenu que je suis dans la nanotechnologie, je ne peux pas en parler. Les papillons, ils n'ont pas de couleur. Ah, ils n'ont pas de couleur. Bah, attends, ils n'ont pas de couleur. C'est pas une couleur. Qu'est-ce que c'est qu'une couleur? Une couleur, par exemple, cette veste, elle est bleue parce que toutes les longueurs d'onde de la lumière arrivent ici, elles sont toutes absorbées, sauf le bleu qui rebondit et vous voyez bleu. Ça, c'est une couleur. Absorption, réflexion. Mais ça, c'est pas les ailes des papillons, c'est pas des couleurs. C'est des nanostructures, c'est-à-dire des petits bâtonnets, des petites formes comme ça. La lumière va là-bas, comme entre les dents d'un peigne, et elle diffracte et interfère. C'est un phénomène de diffraction-interférence qui fait en sorte que nous, on perçoit comme une couleur. On appelle ça couleur structurelle. C'est une couleur qui est due à la structure de l'aile, mais pas un pigment, c'est pas une couleur. Donc, et il y a plusieurs animaux qui ont ça. Un qui est fabuleux, c'est le caméléon, qui lui, il peut... Pardon? Qui change. Oui, mais comment il change? Il a des nanopoints qui peuvent varier. Il sait les varier, il sait varier à la distance, donc il change la diffraction-interférence de la lumière avec sa peau. C'est fabuleux. Voilà. Et donc, quand vous regardez, vous voyez que les distances entre les éléments, ils sont différents en fonction de la couleur. Voilà, on a vu ça. Alors maintenant qu'on a vu la résurrection des animaux, est-ce qu'il y a une vie après la nôtre? On va regarder un peu pour nous. Ben, premièrement, il y a des indications qui sont intéressantes mais qui ne sont pas totalement scientifiques. Par exemple, talent individuel. Tu sais, ce gars-là, il est né, il était bon en maths. Ce gars, il est né, il était bon en langue, etc., etc. Il y a même les cas extrêmes, c'est ce qu'on appelle les idiots savants. Idiots savants, j'avais un copain à Boston, son fils, c'était un enfant normal et tout, mais depuis qu'il était petit, il savait jouer du piano. Comme un pro, il n'avait pas fait une seule leçon. Comment est-ce possible? C'est un Guilgoud, un pianiste. Oh non, on ne peut pas dire ça, mais ça donne c'est intéressant. Les déjà-vus. Comment ça se fait déjà-vu? Oh, j'ai déjà été ici, j'ai déjà fait ça. Moi, j'ai déjà présenté chez les Sénils. Ouais, c'est vrai, en fait, j'ai déjà. Bon. Et puis, il y a des cas de phobie innée. Vous avez des gens qui sont nés et ils ont peur de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'eau? Ou bien il a la peur des lieux qui sont ouverts, etc. D'où ça vient, ces choses-là? Mais ce n'est pas totalement scientifique. Mais il y a deux indicateurs scientifiques, à mon avis. Un, c'est ce qu'on appelle la régression sous hypnose. Et le deuxième, c'est la mort clinique, l'essai clinique. Et les deux sont décrits par des milliers de témoignages. Donc ça donne un aspect scientifique à ça. Et tous les deux, qu'est-ce qui est scientifique? C'est qu'ils révèlent des informations qui n'auraient pas pu être révélées uniquement sur la base de leur situation actuelle. Vous avez bougé le projecteur. Ah. Régression sous hypnose. La régression sous hypnose, c'est qu'on fait revenir en arrière dans le temps le patient, généralement pour résoudre des traumatismes passés. Mais on peut faire revenir... Tu peux arrêter de parler avant que tu aies une question. Bon, sinon c'est des heures de parole. D'accord? Bon. Tu as de la chance que je ne suis pas professeur dans votre école. Hein. Voilà. Les patients, ils revivent des vies antérieures. Ils revivent des vies antérieures. C'est on les fait revenir en arrière avant leur vie. Ça semble incroyable. Mais ils ont fait ça. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand ils expliquent qu'est-ce qu'ils étaient, parfois ils ont parlé des langues étrangères qu'ils ne savaient pas parler, ou même des dialectes anciens, ou même, dans des cas extrêmes, des langues mortes.
Des langues mortes, il y avait un cas que j'ai lu, qu'ils ont dû appeler un spécialiste parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'elle avait parlé, cette personne-là. Et ils ont fait écouter un spécialiste, il a dit, ouais, ça c'était une langue qui existait, je ne sais pas où, de quoi. Voilà. Beaucoup révélaient des faits que seuls les historiens pouvaient connaître, que se sont avérés vrais quelque temps après la session. Et on va voir ça, des exemples de ça. Un exemple, ça c'est un exemple qui est dans le livre de La Révolution de Rav Zemir Cohen. L'acteur Glenn Ford, c'est un acteur américain, et il a été interviewé par une équipe de University of California, Los Angeles. Et dans une troisième session, il parle avec un accent écossais. Il n'était pas étonné de ça parce qu'il sait imiter les accents en tant qu'acteur, mais il avait un accent écossais. Il dit qu'il était John Stewart et qu'il a vécu à la fin du XVIIIe siècle à Elgin, en Écosse. Il enseignait de la musique et possédait une écurie avec des chevaux, et il mourut jeune en 1812 à l'âge de 32 ans et fut enterré au cimetière de Elgin, près de la famille Baker. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de regarder tout ça. Et en fait, après la session, il a joué du piano. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il ne savait pas jouer des instruments. Et c'était surprenant qu'il savait jouer du piano. Alors ils ont commencé à regarder si c'était vrai tout ça, et toutes les données étaient vraies. Ils ont trouvé en Écosse, à Elgin, un tombeau d'un John Stewart, etc. Et ce gars-là n'avait rien à faire avec l'Écosse. Il continue, 4e session, il y a une vie qui ne se révèle pas, et puis après il dit qu'il était français, qu'il s'appelait Lanvaux, et il parlait avec un dialecte parisien du XVIIe siècle. Alors ce serait sympa de savoir qu'est-ce qu'il disait, parce que parfois, pour savoir le vieux français, on regarde qu'est-ce que Rachid avait dit. Mais ce serait bien quelqu'un qui a un... Là, on aurait pu comprendre un petit peu de français, du vieux français. Et il dit qu'il était responsable de l'élevage de Versailles avec l'étable située sur le côté gauche et qu'il est mort en duel en 1684. Et effectivement, il y avait un Lanvaux qui travaillait à Versailles, qui est mort en duel, tout était correct, sauf que les écuries dans Versailles sont du côté droit. Comment ça se fait qu'ils disaient qu'elles étaient du côté gauche? Après, ils ont été chercher des manuscrits et tout ça. Au tout début, elles étaient du côté gauche. Au tout début de Versailles, elles étaient du côté gauche. Un autre exemple, cette femme Jane Evans, elle a été interviewée par la BBC dans les années 70 par le président de la Société des hypnothérapistes anglaise. Et elle dit que dans une de ses vies antérieures, elle était Rebecca, une femme juive qui vivait à York en Angleterre, pas New York, New York, à la fin du XIIe siècle, c'était en 1189, mariée à Joseph qui était un riche usurier. Et elle décrit les persécutions des chrétiens et le fait que les Juifs devaient porter un badge, comme malheureusement ils ont fait pendant l'Holocauste, la même chose. Et pendant le massacre de York, elle trouva refuge avec son mari et ses 2 enfants dans une crypte d'une église, mais ils furent retrouvés et tués. Ça, c'était son histoire. Alors ils ont contacté un professeur qui est un expert de la vie juive de York, et il a dit que tout était correct, sauf 2 choses. Une, l'Église de Rome a décrété que les signes, les badges, devaient être portés au XIIIe siècle, et pas avant. Et elle était au XIIe siècle. Comment ça se fait qu'elle portait des badges? Et deuxième, l'Église, ils ont découvert que l'Église dont elle parlait, c'était celle-là, et elle ne possède pas de crypte. Donc comment elle dit qu'elle s'est cachée dans une crypte et ils l'ont trouvée? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est fabuleux ça. Il dit, ils ont fait des études antérieures, ils ont vu que l'Angleterre, en fait, avait commencé à instituer le badge avant l'Église de Rome. Pour vous dire un peu les Anglais. Ah, ils allaient commencer avant. Et deuxièmement, plusieurs mois après ça, ils ont rénové l'église et ils ont trouvé qu'il y avait une crypte cachée. Alors vous me dites, ça c'est régression sous hypnose, et ça c'est que 2 exemples, il y en a plein. Maintenant la question que tout le monde me pose, c'est est-ce que je peux le faire ou pas? Demandez à votre rabbin. Ok? Moi j'ai demandé au mien, et il m'a dit que oui, mais moi je ne peux pas le faire. Donc je préfère ne pas savoir que j'étais un bandit. Voilà. La mort clinique. Alors mort clinique, c'est définition l'arrêt de la respiration, du battement cardiaque et l'absence de conscience. Et c'est un phénomène qui est vécu par des dizaines de milliers de personnes. Et à chaque fois que je le présente, il y a toujours quelqu'un qui me dit ouais, moi aussi j'ai eu ça. Voilà. C'est vraiment super commun. Et ces témoignages, ils sont reportés dans des papiers scientifiques et dans des livres. Dr. Moody, c'était le premier qui a commencé à publier ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les récits, ils se ressemblent tous un petit peu dans certains aspects.
Parce tous ils parlent que la Neshama, elle sort du corps et qu'elle voit d'en haut tout ce qui se passe. Ils traversent un tunnel et ils voient une grande lumière. Ils ressentent une grande sérénité qui est difficile à décrire. Ils voient leur vie passer en face d'eux, soit un film ou quoi que ce soit. Ils rencontrent des membres de la famille qui étaient décédés avant. Et puis ils sont jugés parfois par une cour céleste, et parfois ça peut être très pénible. Et ils leur disent il faut revenir ici. En fait, je vous donne deux exemples que j'ai entendus. Il y avait une femme qui a eu une clinique, et puis elle a commencé à faire teshuva. Une fois, elle a été invitée à Shabbat, et puis elle va chez les gens où elle a été invitée, et elle voit qu'il y a un cadre sur le mur, et elle s'évanouit. Et il la ranime, elle dit qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est qui sur le cadre? C'est qui lui? C'est qui lui? Elle dit c'est le Ben Ishraï. Il dit c'est lui qui m'a dit de revenir. J'ai entendu des histoires avec la Mordechai, donc ça c'était. Il y a une histoire, si vous voulez, si vous avez 2 heures, il y a l'histoire de Rav Alon Anava. C'est une histoire fabuleuse. Lui, c'était un jeune que vous ne vouliez pas rencontrer le soir dans un lieu désert. Il avait la moitié du corps tatoué, les cheveux longs, les boucles d'oreilles, et qui sait les substances et tout ce que c'est. Donc, pas du tout proche de la Torah. Donc, il raconte comment il était dans un taxi avec sa copine et qu'il est mort, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait ingurgité avant, et il s'est vu voler, il a vu tout, il a découvert des secrets de sa copine, il a dit, et puis il dit le jugement était terrible, et ils lui ont dit de revenir à 3 conditions, et après il est revenu, aujourd'hui c'est un kabbaliste à Tzfat. Et je l'ai vu une fois à Shabbat, habillé en blanc et tout, et il fait plein de kirouv et des choses comme ça. Ça c'est un autre exemple. Et l'élément scientifique de tout ça, c'est que dans toutes ces descriptions, ils peuvent décrire des choses qui sont impossibles à savoir, compte tenu de leur état. Il y en a un exemple de Rav Zamir Cohen, il dit, ce gars-là qui était en mort clinique après un accident horrible, il avait vu que sa tante était morte. Et personne ne lui avait dit, personne ne savait, tout ça, il était en état piteux, il savait ça. Il y en a d'autres qui disent qu'est-ce qui se passe dans notre salle, ou qui savent des détails qui sont pas, c'est pas possible de savoir. Un exemple, je vous donne 2 exemples extrêmes de ça. Il y a des milliers d'exemples, mais je donne 2 extrêmes, et chacun pour une raison spécifique. Le premier, c'est cette femme, Pam Reynolds. Pourquoi je donne ça? Parce qu'il a été documenté au niveau scientifique, les chaloutim. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Cette femme, elle avait la mi-trentaine, et elle avait un énorme anévrisme cérébral, considéré inopérable. Et il n'y a qu'un expert, Dr. Spretzer, qui lui a proposé une opération radicale. Écoutez ça. Refroidir le corps à 10 degrés pendant 30 minutes pour vider complètement l'artère de sang, la démonter, la reconstruire. Il fallait vider de sang parce que sinon on ne pouvait pas opérer. Et comment ils vident de sang? Ils ont décidé de refroidir le corps pour qu'elle reste en vie. Mais en fait, il la tue et il la garde au froid. Et puis après, il redémarre le cœur, il chauffe le corps et ils espèrent qu'elle revienne à la vie. C'était la seule chose qu'ils pouvaient lui proposer. Qu'est-ce qu'elle fait? Miskena, elle accepte. Et en fait, ils l'ont tuée. Ils ont documenté que son cerveau n'avait aucune fonction et que sa température corporelle était assez basse pour qu'elle puisse survivre sans aucune fonction cérébrale. Et en fait, l'opération a marché. C'était un succès. Et elle a vécu jusqu'à il y a quelques années. Donc, ça a été un grand succès. Alors, elle disait, premièrement, pendant l'opération, il y avait mis aussi des écouteurs avec des bruits parce qu'il ne voulait pas qu'elle entende ce qui se passe dans la salle d'opération. Et à la fin de l'opération, elle a dit qu'elle avait entendu un pop. Elle s'est retrouvée en dehors du corps, elle flottait sur le plafond et elle voyait tout. Elle a décrit exactement qu'est-ce qui faisaient les instruments, quelles étaient les conversations des docteurs, qu'est-ce qu'ils avaient dit et tout ça. Elle savait tout. Et elle dit elle a vu le tunnel, elle était attirée. Et de l'autre côté, il y avait un monde incroyablement beau. Elle a rencontré sa grand-mère et son oncle qui étaient morts depuis longtemps. Elle a conversé avec eux. Ils lui ont dit non, mais c'est pas ton temps. Il faut que tu rentres chez toi. Et elle a dit c'est comme j'ai ressenti, comme si je plongeais dans une piscine glacée. Son corps il était à 10 degrés. Et elle a écrit un livre sur ça. Elle a vécu jusqu'à 60 ans, en mourant il y a quelques années d'une insuffisance cardiaque. Voilà, ça c'est un exemple incroyable dans le sens que c'est décrit de façon scientifique
Et elle a décrit tout ce qui se passait avec un cerveau qui était vidé de sang. Alors vous me dites comment c'est possible. Deuxième exemple, c'est un exemple complètement différent. Et là, il y a l'original en hébreu, mais je vais vous le dire pendant qu'il passe, je vais vous le dire en français. Il faut savoir de qui on parle. Yossi Sarid. Quelqu'un sait qui c'est ce gars-là? Ouais. Yossi Sarid, c'était le membre de la Knesset de 1973 à 2006, c'était le chef de Meretz. Ok. Il y a la droite, il y a la gauche, Mélenchon. Il y a Meretz qui est. Ok, Mélenchon, c'est extrême droite par rapport à Meretz. Ok, pour vous dire. C'est un gars qui était d'un athéisme virulent. Et dans une interview radio en 2013, qui était à peu près 2 ans avant sa mort, il fait une révélation incroyable. Il a dit qu'il était mort, qu'il a vécu un phénomène de mort. Alors maintenant, il explique son truc. Et ça, maintenant, je vous montre la traduction. Si vous voulez même l'original, vous m'envoyez une email, je vous envoie le lien. Il dit, une fois je suis mort, oui je suis mort, j'étais déjà dans le monde, j'étais pas dans le monde, et je voyageais avec toute ma famille en voiture, je me souviens mes enfants qui étaient derrière et qui pleuraient parce que leur père était mort, et la femme elle conduisait, et donc il dit je me suis senti faible, j'ai senti une énorme vague de chaleur m'envahir, et je me suis senti relevé, voler de plus en plus haut, et j'ai ressenti une sensation très profonde que l'âme quittait mon corps. Ça, c'est un athée, hein? C'est un athée. L'âme quittait mon corps, et puis il dit, et alors mon âme volait, je regardais la terre et j'ai vu que ma famille voyageait en voiture parce que ma femme voulait m'emmener à l'hôpital le plus vite possible. Et c'est ce qui se passe, il dit, quand une personne meurt, que l'esprit se sépare du corps. Il a vécu ça, hein? L'esprit se sépare du corps. L'âme veut en sortir, elle veut être libérée, elle veut aussi un peu de liberté, elle veut se concentrer sur autre chose, être libérée de cette prison intérieure. Si je ne vous disais pas que c'était ça, vous n'auriez jamais deviné. Ça on dirait c'est un croyant qui parle. Et puis après, l'intervieweur il est surpris, il dit mais Yossi Sarid, c'est vous qui dites ça? Mais vous croyez que corps et âme, il n'y a pas de distinction, c'est un seul truc, qu'est-ce que vous me racontez là? Et il dit, alors écoutez ça, c'est la partie fabuleuse, il dit, mais je dois préciser que je crois que toute cette expérience s'est déroulée sans l'intervention divine d'aucun Père céleste. Je ne crois pas à l'éternité de l'esprit, cela contredit mon idéologie. Du style, j'ai vécu, mais ça n'a rien. Non, mon idéologie, c'est mon idéologie. Ça ne change pas. Et il dit, mais l'intervieweur lui dit, mais l'athée classique ne croit pas que l'âme et le corps sont séparés. Il croit que le corps et l'esprit ne font qu'un et que lorsque le corps meurt, l'esprit meurt avec lui. Et ça, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est ce que je crois aussi. Mais ce qui m'est arrivé, il semble, ne correspond pas à mon idéologie. Mais je ne change pas mon idéologie. Et l'intervieweur, il dit, par conséquent, votre témoignage est le plus convaincant que j'ai jamais entendu. Parce que quand vous avez un gars comme ça qui vous dit qu'il y a une âme qui se sépare du corps, mais il dit, mais moi, il n'a pas affecté à lui. J'ai demandé à la presse sur ça, je lui dis, mais c'est pas possible, comment c'est? Il dit, regarde, ma sœur était rouvine. Il dit, le rachat à la porte de Gehinam, il sent la chaleur intense, il ne fait pas teshuva. Les Shalim à la porte de Gehinam, ils ne font pas teshuva. Voilà, et donc, pour moi, la partie scientifique, c'est qu'un gars comme ça qui dit qu'il y a une neshama qui se sépare, c'est la meilleure preuve qu'il y en a. Je pense que plus que ça, on ne peut pas trouver. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi, si vous aimez ce genre de trucs, il y en a plein d'autres sur le site de Torah Box. Maintenant, c'est plus que 50 vidéos. Pour la chaîne, il y a des gens très importants qui regardent mes vidéos, qui aiment beaucoup. Voilà, ça, c'est la seule chose un peu inventée ici. Et on a vu la toilette. On s'assoit lourd et bouillant, on se lève léger et content. On a vu les 11 systèmes du corps humain qui sont tous synchronisés entre eux de façon incroyable. On a vu qu'il y a tellement de parties dans le corps humain, elles sont toutes connectées l'une à l'autre, et comment elles se sont formées, c'est un pélé. On a vu qu'on a 3000 à 5000 processus, et on a 10 puissance 20 processus moléculaires à chaque seconde, plus que les grains de sable. On a vu que la digestion commence par la bouche, et surtout les glandes salivaires sont absolument fondamentales. Et on a l'épiglotte qui est la première porte. On a l'estomac qui a 2 portes et en plus il a ce liquide qui est hyper acide. On a les 9 mètres d'intestin. Je me rappelle une fois j'ai fait
la pilule caméra. Je ne sais pas si quelqu'un a fait ça. C'est absolument incroyable. Vous engloutissez une pilule, elle a une caméra et une lumière et elle vous filme tout ce qu'il y a là-dedans. C'est un péril. Le cerveau, 86 milliards de neurones avec les 10 000 connexions chacune. Le cœur avec ses 4 valves et ses 4 orifices. Les millions de canaux ioniques par cellule. Et on a 30 000 milliards de cellules. La résurrection du papillon. la régression sous hypnose et la mort clinique, super documentée et du super raté. Et voilà. Et donc de là, encore une fois, ça semble tout nature, c'est pas du tout nature, c'est tout des miracles. Et on voit ça quand Hachem il nous montre que tout est bien planifié, structuré, complexe, fonctionnel, beau. Marabout, Maaseh Hachem, on peut le remercier pour ce monde merveilleux. Et maintenant, question sur, comme David Dormir disait, and now questions on any subject. Une question sur n'importe quel sujet. Moi, j'ajoute, sans aucune garantie que je puisse vous répondre. Et la email, c'est une email bilingue. C'est en français science613miracle@gmail.com et en anglais science613miracles@gmail.com. Et j'ai un petit groupe WhatsApp où de temps en temps je mets des textes sur des sujets comme ça et tout ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez copier le QR code. Et voilà. Bon, ben merci pour tout ça. Et puis...